On va passer à la table ronde suivante, qui est donc sur la thématique de repenser le travail. Donc une table ronde composée de Vincent Bourdeau, professeur de philosophie des sciences sociales et de philosophie politique à l'Université de Franche-Comté. On a déjà vu un aperçu de la présentation. On a également Annelise Pillot. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, qui est salariée du café-restaurant associatif Le Pixel à Besançon. On a également, alors je regarde, Émeric, voilà, qui est là, de la fruitière à Santé, qui est basée à Champagnole, dans le Jura. Et puis Ève Mignolet, salariée de l'entreprise Mobilewood à Cravant, dans l'Yonne. Donc là, c'est bien, on a une belle répartition géographique. Et donc, je laisse Sam voilà, présenter cette table ronde. Merci beaucoup Flo. Et puisque tu as déjà présenté Vincent, c'est parfait. On ne va pas lui faire perdre du temps. Il a beaucoup de choses à nous dire sur la notion de propriété sociale. C'est un super thème. Vincent, si tu débloques ton micro, c'est à toi. Je t'en prie. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis désolé pour le petit bug technique. On m'avait dit tu te débrouilles avec le partage d'écran. Donc, voilà, j'essaierai de le refaire pendant la présentation. On verra si ça marche. Et puis, il y aura peut-être des bruits d'enfants derrière, mais ça, c'est le principe de la vidéo. Donc, je vais vous parler un petit peu de la propriété sociale, puisqu'on m'a demandé de parler de ça. Savoir si c'est un outil pour le monde d'après. Donc, la crise qu'on traverse, c'est une crise qui nous rappelle que l'accès à un certain nombre de biens et de services essentiels serait peut-être mieux assuré au fond si ces services échappaient à la logique purement marchande. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron lui-même a reconnu dans son discours du 12 mars. Et ces biens et services, ils ont été repérés, valorisés depuis déjà 2 siècles au moins. Ils recouvrent le fait de pouvoir s'alimenter, se vêtir, se loger, avoir accès à l'éducation, aux soins de santé, à une retraite digne, enfin, toutes ces choses qu'on connaît, auxquelles on tient. Et ils sont des atouts, ils ont été souvent pensés comme ça, ils sont des atouts pour l'existence que chacun entend mener selon ses propres attentes. Et il y a un sociologue, Robert Castel, que j'ai fait passer tout à l'heure rapidement sur l'image, donc un sociologue qui a fait ses travaux là-dessus, sur la propriété sociale, et qui va me servir un peu de fil conducteur pour vous présenter de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette propriété sociale. Et il a essayé de montrer comment, finalement, cette propriété sociale, elle avait pris le relais de quelque chose qui lui a préexisté, la propriété privée, mais avec un même objectif, l'objectif de soutenir, au fond, des existences individuelles, des formes autonomes de vie individuelle. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que signifie finalement la propriété sociale? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux que rencontrent les sociétés qui sont les nôtres, qui sont confrontées à des fractures sociales, mais aussi de façon peut-être plus contemporaine à des fractures écologiques? C'est ça que je vais essayer d'interroger dans cette très courte présentation. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, et là, le format permettra peut-être pas une discussion au sens propre du terme. Donc, premièrement, le périmètre un peu de la propriété sociale, de quoi il s'agit. Donc, suivons Robert Castel. Alors, j'essaye le partage d'écran rapidement. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez apparaître. Voilà, c'était juste pour vous présenter le personnage. Et puis, voilà, quelques ouvrages qu'il a pu faire et une citation, mais je ne vais peut-être pas laisser l'écran comme ça. Donc, Robert Castel, il a mis en valeur l'idée que la propriété sociale est un vaste programme qui continue, au fond, un processus qui a commencé avec l'émergence de la valeur de propriété privée, qui vise à favoriser l'autonomie des personnes. Donc, le premier outil qui a été, il faut partir de là, finalement, qui a été pensé, valorisé tant politiquement que juridiquement, c'est la propriété privée. Donc, la propriété privée, c'est l'idée finalement qu'on veut traduire cette forme d'existence autonome à travers un certain nombre de protections, à travers un certain nombre de biens matériels qu'on peut posséder et qui vont être comme des atouts pour l'individu qui les possède, pour lui garantir une certaine assise dans l'existant. Et ça permet d'échapper à l'emprise qu'un autre pourrait avoir sur nous, ça permet d'échapper à des formes de relations de servilité, de vassalité, et donc ça permet de reconnaître finalement que ce qui est important, avant toute chose, le sens de la vie, est finalement une affaire plutôt personnelle. Voilà. Et donc, cette première pierre vers la valorisation d'une autonomie individuelle rencontre évidemment le problème de l'exclusion
de ceux qui sont sans propriété, les non-propriétaires. Et Castel nous dit qu'au fond, la propriété sociale, qui va s'inventer tout au long du 19e siècle, c'est une manière de dépasser cette aporie entre propriétaires et non-propriétaires. Donc, dans un entretien qu'il accorde en 2010, il propose la définition suivante, que je vais vous lire. La propriété sociale, c'est ce type de propriété pour les non-propriétaires, c'est-à-dire en particulier les travailleurs, qui n'ont que la force de leurs bras pour vivre et qui se trouvent démunis de tout, en particulier de droits. On peut dire que la propriété sociale est une fabrication de droits à partir du travail, et je crois que l'exemple le plus clair est le droit à la retraite. Donc, c'est par le travail, qui est finalement la seule propriété des non-propriétaires, qu'on peut proposer, à travers aussi sa réorganisation collective, qu'on proposait une forme juridique, comme le salaire socialisé, les cotisations sociales, un peu différent de la propriété privée, qu'on appelle la propriété sociale, ce qui va être appelé à la fin du 19e siècle la propriété sociale, et qui offre la protection aux travailleurs que la propriété privée, qu'il n'a pas, et à laquelle il n'a pas accès. Donc, comme le dit Robert Castel, avec la propriété sociale, il y a ce qu'on peut appeler un statut de l'emploi, qui fait que l'emploi n'est plus une relation purement marchande, mais devient quelque chose comme une insertion du travail dans des enjeux sociaux plus globaux. On réencastre le travail qui avait été désencastré, qui était devenu quelque chose comme une marchandise autonomisée. Donc, la propriété sociale, elle peut être décrite comme une propriété de transfert, des cotisations qui ouvrent des droits, et aussi comme une manière de desserrer l'étau des relations sociales prises exclusivement dans le schème juridique propriété privée contraint, une manière de réinscrire la relation de travail dans des enjeux sociaux et non seulement dans des enjeux purement économiques. Donc, on a un premier, c'est ce que dit Castel, on a un premier pilier de la définition de la propriété sociale, qui est le pilier de la sécurité sociale. Mais à cela, il ajoute, il nous dit qu'il faut, pour comprendre la propriété sociale, il faut comprendre qu'elle repose sur deux piliers. Il ajoute un deuxième pilier, qui est ce qu'il appelle la richesse sociale. Et la richesse sociale, c'est l'appropriation sociale de services et de biens collectifs. Donc, il y a d'un côté la protection, la sécurité sociale, et de l'autre, un ensemble de services et de biens collectifs que souvent on associe à des services publics, à partir desquels on peut justement construire cette autonomie. Donc, pour simplifier les choses, on pourrait dire qu'au fond, la protection, c'est ce qui accompagne une autonomie constituée et qui peut rencontrer des aléas ou des difficultés, alors que la richesse sociale, c'est ce qui permet en amont de constituer cette autonomie. Donc, la propriété sociale, elle a un arrangement second historiquement par rapport à la propriété privée, nous dit Castel, mais elle fonctionne, c'est son expression, comme un analogone de la propriété privée. Et donc, elle partage avec la propriété privée un même objectif qui est celui d'assurer une forme d'autonomie individuelle. Alors évidemment, ça suppose une certaine dose de structuration et une forme de collectivisation de l'organisation du travail. Et donc, ça dessine quelque chose comme une société assurantielle, nous dit Castel, dont peut-être le meilleur exemple est évidemment la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc, on a une société qui cherche à assurer collectivement la question des risques sociaux, qui prend la mesure que le principal danger qui la guette, c'est celui d'un déchirement de la société elle-même, de son tissu lui-même, d'une fracture sociale qui opposerait propriétaires et non propriétaires. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante, c'est finalement quels sont les principaux facteurs de déstabilisation de la société industrielle contemporaine, dont on pressent que si, évidemment, ces facteurs ont à voir avec des facteurs d'ordre sociologique ou sociaux, ils ont aussi maintenant à voir avec des facteurs d'ordre écologique. Donc, la propriété sociale, est-ce qu'elle est l'outil qui est adapté pour tenir compte de ces nouveaux facteurs d'instabilité ? Faut-il imaginer une réinscription du travail non seulement dans la société, comme la propriété sociale le permet, c'est la propriété sociale au sens classique que je viens de vous présenter, mais aussi une inscription du travail dans la nature, donc une propriété sociale et environnementale à la fois. Donc, il me semble qu'au-delà du sens classique de la propriété sociale, qui doit être défendue, car la partie est loin d'être gagnée, ce n'est pas les discours qu'on a entendus qui peuvent nous faire penser que cette propriété sociale, elle est ce vers quoi on va aller demain. Mais il faut quand même, au-delà de la préservation de cette propriété sociale, peut-être élargir les perspectives qui se dégagent. Et est-ce que c'est le sens mobilisé actuellement par les grands textes qui essayent de définir ce qu'est une société juste ? Alors, mon deuxième temps, j'essaie de voir quelle est l'actualité de cette propriété sociale, comment elle est mobilisée.
Et je prendrai qu'un exemple, l'exemple de Thomas Piketty, dans son dernier ouvrage, Capital et idéologie. Il y a un grand volet constructif, normatif, à la fin de l'ouvrage, où il essaie de décrire en partie ce que devrait être une société juste. Et il met au cœur de son analyse la propriété sociale, justement. On retrouve la propriété sociale. Alors, qu'est-ce que nous dit Piketty dans cet ouvrage? Il nous dit qu'une société juste, elle doit partir de correctifs très importants apportés à la propriété privée et à l'idéologie propriétariste, comme il l'appelle. Donc, la société juste, comment est-ce qu'il l'a définie? Il l'a définie comme une société, je le cite, qui permet à l'ensemble de ses membres d'accéder aux biens fondamentaux les plus étendus possibles. Donc, projet de renforcement de l'autonomie individuelle, là encore, on est dans la continuité de ce que je vous ai présenté. Donc, Piketty soutient que la question la plus complexe et la plus centrale de ce projet de société juste, c'est la définition d'une propriété juste. Donc, cette propriété juste, elle nécessite le passage à une véritable, je le cite, propriété sociale du capital grâce à un meilleur partage du pouvoir dans les entreprises. C'est un premier élément, et on va voir comment ça se met en place, et grâce à la mise en place d'un principe de propriété temporaire du capital. La propriété sociale, elle présente donc deux volets, mais pas tout à fait les mêmes que ceux de Robert Castel, deux aspects un peu différents. D'abord, une diminution du pouvoir de contrôle associé à la propriété privée, et ensuite une dissémination du capital, une universalisation de ce capital, si l'on veut, ce qui est une formulation un peu paradoxale, puisqu'on se souvient que la propriété sociale, telle que Castel la comprenait, c'était précisément un outil pour dire qu'il y avait une aporie et qu'on ne pouvait pas devenir tous propriétaires, donc il fallait inventer la propriété sociale. Donc socialiser la propriété dans la perspective de Piketty, ça consiste dans un premier sens à dissocier les droits politiques des titres juridiques, donc à proposer des modèles de cogestion un peu à l'allemande, ou un peu comme on trouve dans les pays du Nord, en Suède notamment. C'est important pour lui de dissocier cela, puisqu'il y a eu une concentration historique dans les 30-40 dernières années de ces propriétés dans les mains d'une partie restreinte de la population. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle qui était celle de nos sociétés européennes au début du XXe siècle, où 80 à 90% des propriétés étaient détenues par les 10% des personnes les plus riches dans les sociétés européennes. Donc ça, c'est un premier volet. On peut dire, au fond, OK, propriétaire, mais ça ne vous donne pas du pouvoir. On change un peu la manière de penser le gouvernement économique. Deuxième aspect, pour contrer cette concentration des propriétés, c'est le deuxième volet, il faut disséminer le capital. Et là, il propose quand même un outil très révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'associer ou d'adjoindre un impôt progressif sur les successions ou sur le revenu, ce qu'il appelle un impôt progressif annuel sur la propriété. Et c'est ça qui permettra d'assurer, nous dit-il, une véritable circulation du capital. Parce qu'avec cet impôt annuel progressif sur les propriétés, on va avoir quelque chose comme une dotation possible pour chaque individu à l'âge de 25 ans d'un capital de départ dans l'existence. Et vous voyez bien que là encore, on associe à ces différents atouts que j'ai évoqués, services publics, etc., quelque chose comme un capital initial. Alors, il l'évalue à 120 000 euros par jeune adulte européen, qui est l'équivalent de 60% à peu près du patrimoine moyen actuel. Donc, le transfert des choses, 120 000 euros. Et puis, avec ces 120 000 euros, voilà, on a une dotation matérielle supplémentaire et on retrouve vraiment l'idéal de la propriété privée. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de système qui nous fait avoir une sorte de garantie matérielle, à partir de quoi on va pouvoir se développer comme individu autonome. Alors, la propriété sociale, elle a pour effet un peu inattendu, me semble-t-il, de renforcer encore l'individualisation des existants. Donc, ce que nous enseigne la crise actuelle, et je vais juste terminer là-dessus, c'est que les sociétés ne sont pas tissées des seuls rapports sociaux de production, elles sont travaillées aussi des rapports qu'elles entretiennent avec ce qui est à première vue seulement est extérieur à elles, la nature, et pour l'heure qui nous occupe, les virus. Donc, il est probable qu'une piste prometteuse pour l'avenir serait de revisiter ce concept de propriété sociale pour y adjoindre une dimension écologique. Le terme de propriété sociale, à mes yeux, et ce que j'essaie de montrer là, peut-être moins la valeur d'un répertoire d'expériences véritablement, directement opératoire pour nous, que la valeur d'un programme encore ouvert, et il permettrait peut-être de nourrir les discussions politiques autour de ces concepts programmes qui fleurissent, que sont aujourd'hui, par exemple, le concept de commun ou alors celui de socialisme participatif, qui est ce que revendique Piketty dans son ouvrage. Alors peut-être que ces discussions, elles devront aussi envisager la nécessité de retoucher l'objectif premier que s'est donné la modernité, y compris à travers la propriété sociale, à savoir l'autonomie des individus. Mais ça, évidemment, c'est un débat qui nécessiterait qu'on puisse discuter
en vis-à-vis et peut-être un peu plus large. Et donc, du coup, je me permettrai juste de l'ouvrir aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. De Effectivement, rien. il faudrait l'ouvrir, mais je pense qu'en un quart d'heure, tu as déjà fait une belle performance de clarification. C'est Donc, ça. écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, bah, alors, sur les applications un petit peu très concrètes, je vais donner la parole à Anne-Lise Pillot, précisément. Alors Anne-Lise, je te présente très rapidement, hein, mais tu es à l'origine de la création du projet de l'association La Furieuse. Tu es gérante du café-restaurant associatif et culturel Le Pixel à Besançon, dans le quartier Rivotte. Tu es ancienne doctorante en droit et tu as décidé de te reconvertir dans la gestion de projet et la cuisine pour créer ce lieu alternatif que nous aimons tant, qui est le Pixel. Et donc tu vas nous parler maintenant. Je te cède la parole. Merci beaucoup d'être là, Anne-Lise. Merci Sam. Oui, il nous semblait important de prendre quelques minutes pour parler du Pixel et du modèle économique et social qu'on a essayé de mettre en avant avec ce projet. Alors, je rappelle, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en début de festival, que l'association La Furieuse qui organise ce festival est également gérante du café-restaurant culturel et associatif Le Pixel à Besançon. Qu'est-ce que c'est le Pixel vraiment en 2 mots? On a souhaité faire de ce lieu à la fois un café culturel, un restaurant avec une tarification solidaire et un lieu d'éducation populaire. Donc, je suis actuellement, comme tu l'as dit, salariée de l'association La Furieuse au poste de gérante et de cuisinière du Pixel. Cette association, elle compte aujourd'hui 4 salariés à temps plein, dont les missions tournent essentiellement autour du fonctionnement de ce café-restaurant. Alors, pour parler d'abord de l'origine de ma réflexion autour de ce projet qui est relié à la question du travail et de repenser le travail. Alors, il y avait évidemment derrière ce projet la volonté de créer un lieu collectif, un projet avec une forte utilité sociale, porté par des valeurs humaines. Mais il y avait aussi une motivation personnelle qui était celle de créer mon propre emploi avec l'objectif d'un épanouissement professionnel pour moi. Et pour moi, cet épanouissement professionnel, il passait par plusieurs choses. La première, c'était de travailler dans une entreprise utile socialement, militante, qui respecte et qui véhicule des valeurs. Et c'était également celle d'éviter le cadre rigide et la hiérarchie que représentait pour moi le monde du travail salarié. La question du salaire était un petit peu plus secondaire pour moi parmi ces raisons. Et du coup, ce que je voulais vous dire sur le modèle économique et social du Pixel et qui a trait à la question de repenser le travail, alors à notre échelle en tout cas, peut-être pas à grande échelle, mais sur des échelles très, très localisées, c'est selon moi 3 principes que je vais essayer, qui sont importants et que je vais essayer de vous expliquer dans notre gestion. Le premier, c'est un principe fondamental du secteur associatif et plus largement de certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est le principe de non-lucrativité et d'absence d'enrichissement personnel. Ce principe, il ne signifie pas que l'activité de l'association ne peut pas générer des bénéfices, mais elle suppose une gestion désintéressée. Concrètement, la non-lucrativité se caractérise par l'absence de rémunération des dirigeants de l'association et la réaffectation de l'ensemble des bénéfices aux activités de l'association elle-même. Autrement dit, aucun bénéfice ou aucun bien de l'association ne peut être accaparé par quelques-uns. Pourquoi ce principe est important pour nous et a sous-tendu le modèle associatif de notre projet? Parce que pour nous, la richesse produite par la force de travail de l'ensemble des salariés qui participent à ce projet, sans oublier dans notre cas de nombreux bénévoles, ne doit pas revenir à quelques-uns, mais être distribué entre tous. Pour ce qui nous concerne, ça se matérialise de façon très simple, c'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices qui sont générés par les activités commerciales de l'association est entièrement réinvesti dans l'association, les projets sociaux qu'elle mène, et dans la mesure du possible, dans des créations de postes ou dans l'augmentation des salaires des 4 salariés de l'association.
Ce qui nous amène à un deuxième point important que je voulais aborder ici, qui est le choix qu'on a fait dès le départ de l'égalité des salaires au sein de l'association entre tous les salariés. Quelle que soit cette égalité de salaire, quel que soit le poste de travail occupé, quelles que soient les responsabilités qu'il implique, les compétences et expériences acquises des uns et des autres, ou encore de l'ancienneté dans l'association. Alors au départ, évidemment, ce choix il nous paraissait indispensable pour garantir la pérennité de notre modèle économique, d'un modèle économique qui fait partie de l'économie sociale et solidaire et qui est donc sur le principe assez fragile. Donc les 2 premiers salariés en poste ont donc commencé avec un salaire minimum au SMIC horaire. Hein. Alors ce qui était indispensable pour la pérennité, mais évidemment pas tout à fait satisfaisant. Et pourquoi c'était important pour nous plus globalement cette question des salaires, de l'égalité des salaires? Alors j'y vois trois raisons importantes. La première, c'est une raison économique, car la rémunération des uns pèse forcément sur la santé économique d'une entreprise et donc pèse à terme sur le niveau de rémunération de tous les autres salariés. Et donc, l'harmonisation des salaires, elle permet forcément, en priorité, une augmentation de tous les salaires, y compris les plus bas. Une justification sociale également, car les écarts de rémunération dans le modèle économique libéral qu'on connaît sont souvent justifiés par des différences liées aux compétences ou à la pénibilité des tâches. Or, d'après moi, ces écarts contribuent à nier l'utilité sociale de nombre de métiers, dont les métiers de la restauration, et qui font pourtant partie, ces métiers, souvent des plus importants et des plus vitaux. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qu'a révélé une fois de plus la crise du coronavirus, qui a remis en lumière que les personnes en première ligne pour assurer des activités essentielles sont aussi et souvent les plus mal rémunérées. Et puis, une troisième raison morale qui pour moi est essentielle et qui conduit à éviter cette égalité des salaires, à éviter la mise en concurrence des salariés sur la base du salaire dans une même entreprise, et qui favorise naturellement, selon moi, un système de justice et d'égalité au sein de l'association, au sein des entreprises en général, et qui permet de ce sentiment que chacun a de justice et d'égalité, de mettre en place un système d'entraide en fait, entre les salariés. Voilà pourquoi cette question est selon moi très importante. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est celle de la participation des salariés. Au Pixel, dans la mesure du possible, tous les salariés sont associés aux choix de gestion et aux prises de décision, notamment celles qui concernent directement leurs conditions de travail et leur salaire. Alors, quelques exemples, notamment les plannings, la question des plannings et de la façon dont on construit les horaires de travail, sont construits avec l'ensemble des salariés en réunion, ce qui permet en fait à chacun de moduler ses heures de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Alors évidemment, dans la limite du possible, compte tenu qu'on est un lieu qui a une ouverture au public assez large dans les horaires, mais en tout cas, on essaie de faire en sorte que le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des loisirs personnels, puisse être intégré dans notre vie salariale. Qu'est-ce qu'on fait également? On tente au maximum de diversifier les missions et les responsabilités de chacun en valorisant les compétences, les savoir-faire, au-delà même de la fiche de poste qui est proprement dite. On essaye également de favoriser les prises d'initiative des salariés au maximum et de les investir dans la vie de l'association et la gestion du lieu, en les intégrant à toutes les réunions concernant les choix et la gestion du café-restaurant. Alors ce modèle, il est très important pour nous, mais on ne va pas se mentir. Il est également très exigeant. Il suppose beaucoup de temps. Pour générer des discussions, pour favoriser les échanges, pour l'organiser.
Et du coup, ce qui me fait dire que, effectivement, au-delà des revendications politiques sur la question du travail, qu'on pourrait porter, notamment, comme je vous le disais, par exemple, de porter dans les entreprises la limitation des écarts de salaire entre les plus bas salaires et les salaires des dirigeants. Il est aussi, je crois, important qu'on prenne tous le temps dans nos lieux de travail de transformer une partie du temps de travail en temps de réflexion sur ces outils. Alors, ça impose évidemment d'essayer de réduire le temps et le rythme de travail pour le consacrer à effectivement une prise en compte de ces enjeux et une prise en compte de toutes les vulnérabilités individuelles qu'on a chacun dans le monde du travail. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais essayer de Oui, ne pas Annelise, vous on ne peut mettre plus en retard. t'arrêter. Je m'arrête là. Merci beaucoup en tout cas. Non, mais merci, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Et donc, alors, sans transition, je passe la parole à Aymeric. En fait, toi, Aymeric, en fait, tu as l'initiative d'une scope qui s'appelle la Fruitière à Santé dans le domaine sanitaire. Tu vas nous expliquer ça, qui offre une alternative innovante aux exercices libéraux et salariés habituels. On a déjà tout à l'heure parlé de ce qu'était une scope. Est-ce que tu peux nous parler de la tienne et peut-être donner des précisions supplémentaires, tout ça? Ouais, merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous présenter la Fruitière à Santé, qui est un projet de Scope. Je vais tenter un partage d'écran pour agrémenter une petite présentation. J'espère que ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Alors, hop, normalement, elle est là, elle nous attendait. Je réduis ça. Et c'est parti. Ok. Du coup, nous, la Fruitière à Santé, on se propose vraiment d'être un projet de société coopérative et participative. On reviendra sur la petite distinction de termes plus tard. Et du coup, c'est dans le cadre de l'innovation en santé et c'est quelque chose qui est soutenu par l'Agence régionale de santé. Je vais d'abord vous présenter l'équipe des coopérateurs. On est 3 à l'origine du projet. Il y a Sophie, elle est orthophoniste en salariat en centre de rééducation dans le Jura. Il y a Clara, elle est kiné en libéral en maison de santé également dans le Jura. Et il y a moi qui suis enseignant en activité physique adaptée, en salariat au centre de rééducation et en micro-entreprise dans la même maison de santé que Clara. Maintenant que vous connaissez les coopérateurs, je vais vous expliquer un peu les constats qu'on a faits et puis comment on en est arrivé à développer le projet. Du coup, on s'est focalisé d'abord sur les axes d'amélioration des deux systèmes. À l'hosto, le truc qui nous frappe le plus, c'est l'inertie quand on veut porter un projet. C'est vraiment dur au niveau énergétique, ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir pousser un projet au bout. Il y a vraiment beaucoup de freins et du coup, c'est difficile d'arriver à mener un projet à terme. Aussi, souvent, en tant que professionnel, on est gêné par la gestion des ressources humaines. On trouve qu'en haut, comme on dit, ils misent pas sur l'humain. Ils se contentent de gérer un peu comme ils peuvent avec les restrictions budgétaires. Et puis aussi, ils prennent des décisions qui sont verticales, comme disait Annelise, qui du coup n'ont pas de réalité sur le terrain et qui nous semblent gênantes. Après, Clara, elle, en libéral, elle s'aperçoit que sa couverture sociale, par rapport à ce qu'elle cotise, elle est quand même pas super. Donc du coup, on s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose à fusionner là. Aussi, quand en libéral, tu prends des vacances, bah, du coup, tu n'es pas payé. Donc ça, c'est quand même un vrai frein pour la qualité de vie. Et puis en libéral, il y a vraiment quand vous allez chez le kiné ou chez le médecin, vous payez la séance, mais du coup, lui, c'est vraiment son seul mode de rémunération quasiment. Donc du coup, c'est difficile de prendre du temps à plusieurs pour pouvoir réfléchir aux soins, pour pouvoir penser le soin, et puis pour chercher peut-être pour ton patient quelle est la meilleure des techniques. Donc du coup, là, on s'est dit, ça, c'est des points faibles, il faudra qu'on voit comment on peut les éviter dans le projet de Scope. Maintenant, il y a les bons côtés qu'on souhaite conserver, que ce soit l'hosto ou en libéral. À l'hosto, déjà, contrairement au libéral, c'est vraiment facile de travailler ensemble. On est tous réunis au même endroit, on se croise souvent, on a des temps de réunion qui sont là pour ça. Donc, du coup, pour parler ensemble et évoluer ensemble, c'est vraiment simplifié. Bah, comme on le disait tout à l'heure, il y a un salaire qui est fixe, il y a des congés payés qui sont là et on a une bonne protection sociale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voulait garder du statut salarié. Et en même temps, il y avait les avantages du libéral. Être son propre patron, être autonome dans ses choix, c'est vraiment des choses qui nous paraissent importantes pour notre projet, pour pouvoir, un peu à l'image de ce que disait Annelise pour le Pixel, ben, essayer de gérer les envies et les besoins de chacun sur leur temps, sur leur disponibilité. Et aussi, en libéral, les patients, ils viennent de chez eux, donc du coup, ils ont vraiment des questions relatives à leur vie quotidienne et puis des envies et des besoins qui sont pertinents. Des fois, à l'hôpital, on est un peu déconnecté de tout ça, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on garde cet aspect-là.
Maintenant que je vous ai vu parler des constats, je vais vous parler de la scope un petit peu et des scopes. Je vais revenir, je vais compléter ou ajouter en tout cas des idées par rapport à ce que disait Marjorie tout à l'heure avec Terre de Pin. Du coup, les scopes, maintenant, on appelle ça des sociétés coopératives et participatives. Ça a changé, le nom qu'évoquait Marjorie, c'est le nom initial et ça a changé il y a quelques années pour cette dénomination-là. Du coup, comme elle le disait super bien, c'est des salariés qui sont responsables de l'entreprise, qui sont ce qu'on appelle à la fois salariés et associés, avec un management horizontal. Donc, du coup, vraiment l'idée de porter les décisions ensemble. Et puis, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans les points fondamentaux de la scope, c'est comment on va utiliser l'argent qu'on va gagner. Du coup, ce qui est important, c'est que la SCOP est obligée de réinvestir ses bénéfices. Alors, comme elle le disait un peu, Marjorie, on ne va pas pouvoir en profiter pour faire des plus-values sur ce qu'on va amener au départ. On ne va pas en tirer d'argent. On va vraiment essayer de voir comment pérenniser l'entreprise. Il y a 3 répartitions. Il y a la plus petite des 3 parties, c'est les dividendes. Ça sert à rémunérer les salariés qui sont associés. C'est obligatoirement la plus petite partie de la rémunération. Ensuite, il y a la part qui va à tous les salariés, qu'ils soient associés ou pas, qu'on appelle la part travail. Des salariés qui ne soient pas associés, par exemple, ça peut être des petits nouveaux. Les petits nouveaux, ils ne sont pas toujours associés au départ. On peut les associer au bout d'un certain temps, une fois qu'ils ont bien assimilé les valeurs de l'entreprise, puis les idées qu'on porte. Et enfin, surtout, il y a les réserves impartageables, que là, j'ai nommé le pot commun. Et ça, c'est des fonds qui vont être hyper importants pour la pérennité de l'entreprise. On va chercher à réinvestir à la fois sur l'entreprise, sur ses projets, sur les emplois. Et là, du coup, ça va être pour nous d'offrir des soins de qualité à la population du territoire de Champagnole. Et puis, c'est grâce à ce réinvestissement-là qu'on veut pouvoir miser sur l'humain, miser sur les professionnels qui vont composer l'équipe et qui composent l'équipe pour, par exemple, les envoyer en formation ou leur fournir du matériel de qualité ou des bilans ou autres qui vont être utiles pour la progression de nos patients. Le pot commun, c'est vraiment une notion qui nous tient à cœur et c'est vraiment innovant, ça, dans le fonctionnement des sociétés, des entreprises dans le soin en libéral pour pouvoir utiliser d'une manière nouvelle l'argent obtenu et récolté par le biais de la sécurité sociale et le maintenir au service d'un projet de santé. Maintenant, on va voir pourquoi une scope. Si j'arrive, ouais. Pourquoi une scope? Du coup, nous, on veut vraiment former une équipe solidaire entre des professionnels qui soient conventionnés et non conventionnés. Je vais faire vite. Les conventionnés, c'est par exemple votre médecin traitant, votre kiné, votre orthophoniste. C'est des gens dont le tarif est fixé par la Sécu et qui sont remboursés par la Sécu. Et à côté de ça, les non conventionnés, par exemple, c'est les psychologues, les ostéopathes. Eux, quand vous y allez chez eux, vous payez de votre poche et vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale. Et là, l'idée, c'est de faire travailler ensemble dans une entité unique ces professionnels pour aboutir à une meilleure qualité des soins. Ensuite, on veut remettre l'humain au cœur du système de santé. Vraiment, autant pour les patients que pour les salariés, que pour les professionnels qui y exercent. Vraiment, l'idée, c'est de miser sur tout le monde. Ce qu'on veut, c'est offrir de la qualité de vie au travail. Anne-Lise, elle le disait, on l'entend souvent, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que les professionnels qui exercent dans la SCOP, ils s'y sentent bien, et puis du coup, ils font un meilleur boulot. Ce qu'on veut, c'est mutualiser les ressources et les outils. Par exemple, nos locaux, nos matos, ou encore nos connaissances, et aussi et surtout nos revenus, qui iront dans le pot commun dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on veut, c'est impliquer les professionnels. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi le sens de ma profession là dans le soin actuellement? Et du coup, là, en étant responsable de l'entreprise, en participant à la rédaction des statuts, participant au projet de santé, on se dit que les professionnels de santé qui vont venir chez nous, bosser avec nous dans la SCOP, ils vont vraiment pouvoir se retrouver dans le sens qu'ils mettent dans leur pratique. Et en tout cas, en avoir l'opportunité. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est offrir des soins de qualité à la population, essayer de se coordonner au maximum. Et enfin, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous est demandé aussi par l'Agence régionale de santé, c'est de faire un modèle qui soit reproductible, qu'on puisse reproposer une scope paramédicale et médicale ailleurs, en Franche-Comté ou en France. Maintenant, on va essayer de voir un peu en quoi la fruitière... Rapide, si c'est possible. Ouais. La SCOP, ce serait la première scope médicale et paramédicale de France. Ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'on veut essayer on aura un espace d'échange et de réflexion à l'intérieur de la scope. Et du coup, vraiment, pour pouvoir améliorer nos pratiques au bénéfice des patients,
On veut coordonner les soins entre nous. Et ensuite, ce que me le disaient Anne-Lise et puis Marjorie, avoir une gouvernance participative qui implique tout le monde. Et puis, on veut vraiment avoir des temps distincts entre l'évaluation de nos patients, les soins et des missions de prévention comme des ateliers prévention sur les écrans pour les enfants et autres. Et enfin, là où on en est actuellement, on est dans le dispositif d'expérimentation en santé avec l'ARS, mais du coup, eux, ils sont occupés avec la crise du Covid. Donc, pour l'instant, c'est un peu tendu, mais on est bien avancé avec eux. On est en recherche de contacts et de nouveaux professionnels pour la suite. Et on cherche aussi des locaux, même si ça avance pas mal de ce côté-là. Et puis du coup, merci à tous, merci à nos partenaires, et puis merci surtout à la Furieuse pour l'organisation du festival. C'est vraiment plaisant de pouvoir participer avec vous. Merci beaucoup à toi, c'est très clair et le message à la fin est bien passé. Peut-être qu'il y a des gens qui y répondront. Merci pour l'appel. Bon, alors du coup, je fais vite car on a accumulé un petit peu de retard là sur notre festival. On va essayer de pas trop se décaler puisqu'on finit à 21h30. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Ève Mignolet, si Ève, tu es avec nous, si tu nous entends. Et du coup, qui est salariée donc, chez Mobilewood à Cravant dans Lyon, dans cette entreprise Mobilewood depuis 2016. Alors, excuse-moi Sam. Ouais. Non, pardon, il y avait le partage d'écran d'Emeric qui était encore… C'est tout bon cette fois? Ouais, c'est bon. Génial. Ouais. Et tu vas nous parler d'un concept très beau et j'espère aussi très intéressant sur le fond qui s'appelle Uteria et la question de la gouvernance participative. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci de votre invitation sur cette initiative vraiment super inspirante. Donc l'histoire d'Ulteria, en fait, ça part de Mobilewood, qui est une des entités de cet écosystème d'entreprise. Et donc Mobilewood, c'est une entreprise qui est activité d'agencement dans le milieu des magasins, agencement en bois, qui existe depuis les années 60, donc assez ancienne. Et en fait, les deux associés qui ont racheté l'entreprise en 2006 ont donné vraiment un tournant différent à cette entreprise, Mobilewood. Et c'est depuis le développement de Mobilewood, depuis leur détention et ce tournant que Ulteria a pu naître et qu'aujourd'hui, on a pu donner une forme aux valeurs qu'on souhaite mettre en place et commencer à vraiment formaliser cette recherche autour de comment remettre l'être humain au centre des activités d'une entreprise, tout en lui permettant d'être pérenne dans le temps et d'avoir un business solide et comment on rend tout ça compatible. Et voilà, donc du coup, depuis 4 ans, il y a eu notamment un tournant assez important qui est une décision des associés de tenter l'expérience d'une gouvernance partagée. Et voilà, ils étaient un petit peu à un tournant de leur vie professionnelle où ils se demandaient comment remettre du sens dans ce projet, qu'est-ce que c'est cette histoire de propriété d'entreprise, le sens du travail, ce qu'ils avaient envie de transmettre à leurs enfants. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus engagé, de plus militant, en tout cas de plus marqué au niveau des valeurs. Et ils ont cherché un outil, en fait, pour gérer une entreprise différemment. Un outil qui nous permettrait d'avoir moins de centralisation de la prise de décision autour du patron et de pouvoir permettre aux gens de prendre leur place différemment dans l'équipe, d'avoir une équipe plus fine, plus intelligente, plus agile, de faire monter les gens en autonomie, pouvoir prendre des décisions au plus près des gens qui font, en fait. Et ils ont choisi pour cela un outil qui s'appelle Holacracy et une technologie, oui, d'entreprise pour organiser une entreprise avec certaines règles. Et cet outil a été choisi à ce moment-là parce qu'il nous permettait de faire un changement vraiment radical de notre manière de fonctionner. Tu peux redonner le nom, d'ailleurs, ça a été Holacracy. Ah oui. Voilà. Et donc, effectivement, ce changement a été assez radical, d'autant qu'on l'a joué vraiment à fond. On n'y a pas été de main morte. Il n'y avait pas beaucoup de demi-mesures. Et du coup,
ça a été vraiment passionnant parce qu'on a appris des tas de techniques pour gérer l'intelligence collective, rendre des réunions efficaces, gérer l'activité de l'entreprise en termes de rôle et non pas de poste, qui permet de s'appuyer davantage sur les talents des gens pour les mettre aux endroits où ils sont le plus efficaces et où ils sont le plus, ils ont une chance d'être plus en adéquation avec ce qu'ils aiment faire. Et en même temps, ça a aussi bouleversé beaucoup de nos repères. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était tous pétris de cette vision très pyramidale du monde du travail, mais aussi dans notre société, c'est un mode de fonctionnement qui est très présent, même dans nos familles. Et donc, il a fallu déconstruire beaucoup de choses. Ça prend du temps et on est encore en chemin là-dessus. Mais donc tout ça pour dire qu'on a connu des périodes un peu difficiles où les repères étaient tellement balayés qu'il fallait réinventer quelque chose dans l'urgence et que voilà, on a eu des périodes un peu de flottement où une fois qu'on avait supprimé le management et la prise de décision centralisée, la montée en compétences et la montée en compétence de chacun et la prise en main de son autonomie et de la prise d'initiative n'est pas allée aussi vite qu'on le voulait. Donc, du coup, on a assoupli un petit peu les règles, on a essayé d'adapter des choses pour que ça ressemble vraiment aux besoins de Mobilewood, que ça s'adapte à nos équipes avec plus de douceur et que ça respecte vraiment le rythme des employés. Donc, du coup, 4 ans après, là, on a vraiment continué en fait sur cette voie. Hein. On n'est pas vraiment revenu en arrière, on a fait que incrémenter le système. Et on a tenté beaucoup d'expériences vraiment passionnantes autour de la reconnaissance, comment on apporte de la reconnaissance aux employés quand ce n'est plus le patron qui détient ça, comment on recrute, comment on gère les augmentations de salaire, comment on sanctionne, comment on fait toutes ces choses en entreprise et comment on continue à prendre des décisions et à prendre des décisions quelquefois dans un contexte difficile comme celui qu'on est en train de traverser. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps, donc juste pour. Désolé. Oui, non, pas de problème, mais du coup, juste pour vous donner quelques exemples, on a par exemple quelque chose qui est anecdotique mais qui marche assez bien chez nous, c'est on a mis en place un système de chèques cadeaux. Donc l'entreprise finance des chèques cadeaux. Toute personne chez Mobilewood peut offrir 50 € de chèques cadeaux à n'importe qui dans l'entreprise, à partir du moment où elle explique en public, au moment de nos petits-déj mensuels, pourquoi elle remercie la personne. Et donc ça, c'est un moyen, c'est un des moyens qu'on a trouvé. Il n'est pas suffisant, mais voilà, on les a multipliés. C'est un des moyens qu'on a trouvé pour que les gens se reconnaissent entre pairs et de la gratitude entre eux, en fait, pour des événements du quotidien, etc. Okay. C'est tout ce que je peux dire, non? Là, on est un petit peu juste. On a pris tout mal de temps, mais bon, c'est cool pour toi, ça va? Oui, j'espère avoir attisé votre curiosité suffisamment. C'est certain. Et puis, d'autant que c'est génial parce que ces expériences-là, comme elles durent dans le temps, ça montre aussi qu'elles sont viables. Et ça, c'est vachement bien de pouvoir le vérifier pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment, merci beaucoup à tous pour ce partage de savoir-faire et puis ces réflexions aussi. Et je rends très rapidement la parole à Gladys qui va nous emmener vers la suite de notre programme parce que d'autres gens attendent derrière.